Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Nous avons notre invité, le doyen Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication. Il est avec nous en studio. Bien, il faut bien s'occuper de lui. C'est notre doyen. Bonjour doyen, bienvenue. Bonjour et je suis heureux d'être ici. Merci. Le plaisir est partagé. Allez-y, Jacques Lévalénon. Alors, on va commencer bien entendu par la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui a connu quand même une petite réforme parce qu'il y a bien entendu le texte qui consacre l'institution qui a été modifié. Vous êtes le premier président avec cette loi qui autorise désormais le président de la République à nommer la première personnalité. Disons, comment vous avez apprécié d'abord cette réforme avant de parler de votre gestion? Je voudrais commencer par rappeler que l'élaboration de la loi est du domaine exclusif de l'exécutif, sauf si des députés souhaitaient initier un projet de loi ou des amendements dans une loi. En ce qui me concerne, ce que je puis faire en tant que président d'institution, c'est d'appliquer la loi qui a été promulguée. Oui, mais en même temps, parce qu'on se disait qu'on avait, avec l'ancienne loi, un peu le pouvoir de désigner la première personnalité à diriger cette institution lorsque on nous ramène une autre où c'est le président de la République qui nomme un président. Est-ce que pour vous, aux yeux disons, en tenant compte de la liberté de la presse et tout ceci, est-ce que c'est un progrès que nous avons enregistré ou un recul? Je pense que ça peut être un débat d'école. La désignation des membres d'une institution et la nomination d'un président d'une institution dépendent des zones. Je vous cite un exemple. Nous aimons bien nous comparer à la France. En France, le président du CSA est proposé par le Premier ministre. Même pas par le président de la République, par le Premier ministre. Et c'est alors que le président de la République le nomme. Je pense personnellement que c'est moins la manière dont la personne a été désignée que l'indépendance et l'honnêteté de la personne. Ouais. Je pense pouvoir incarner ces deux valeurs. Ce que veut dire Jacques, si je le comprends bien, c'est que Yassine, étant nommé par le président, ce n'est pas évident qu'il soit libre de ses décisions, qu'il soit indépendant dans la prise de décision qu'il fait au sein de l'institution. Est-ce que le président du CSA, proposé par le Premier ministre, n'est pas indépendant? C'est pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes contextes. Est-ce qu'on a le même régime? Aujourd'hui, c'est vrai que, en tout cas, la corporation connaît bien ce qu'est Yassine, mais vu le fonctionnement de notre appareil, de notre régime, il arrive quand même, lorsque la décision je vais dire, des choix vient du président ou même du Premier ministre, qu'on doute un peu des coups de franche que pourrait avoir une autorité comme Yassine Diallo. Vous pouvez le dire, mais je voudrais rappeler que moi, j'ai été désigné par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Donc si l'URTELGUI ne m'avait pas désigné, je ne serais pas allé à la HAC, encore moins. Je n'aurais pas été le président. Ça, on oublie de le souligner. Deuxième chose, je pense qu'on doit nous juger par rapport aux actes que nous posons. Moi, j'aimerais qu'on me juge par rapport aux actes que je pose et que le collège présentement pose. Alors justement, parlant des actes, on avait il y a quelques semaines Iboun Conté dans ce studio qui disait ne pas comprendre la manière dont vous avez réagi face au cas doyen Jules Diallo qui est en ce moment en prison. Apparemment, il aurait attendu plus de vous. Vous dites? Apparemment, il aurait attendu plus de vous en tant que président de la Haute Autorité de la Communication. Mais je pense il peut l'espérer. Et je comprends ça. C'est que par le passé, à chaque fois qu'un journaliste était arrêté, je prenais ma plume et je réagissais. Oui. Mais là, c'est le journaliste ou l'écrivain ou le président d'une association qui réagissait. Aujourd'hui, je suis président d'une institution qui décide par plénière. J'ai mon avis personnel, mais il y a l'avis de la plénière. Je ne peux pas engager
l'institution par rapport à mes propres conceptions. Mais j'entends des gens parler. Je pense qu'on devrait faire un effort pour aller révisiter nos lois. La loi L002 et la nouvelle loi sur la HAC. Mais malheureusement, la plupart de ceux qui interviennent n'ont même pas vu la loi. Encore moins la lire. Et je pense que ça, il faut le faire. Concernant le cas que vous soulevez. Oui, Julde. Quand il a été arrêté, je voudrais rappeler que j'ai commencé la presse avec Julde, presque le même jour, à l'Institut Polytechnique de Cancan. Je suis arrivé la même année avec lui à l'Université de Cancan. Lui, il s'occupait de sport et moi de chronique, déjà en première année. Et nous publions un journal mural que nous mettions sur le manguier pour ceux qui peuvent se souvenir. Puis nous nous sommes retrouvés à l'Université de Conakry. Nous avons poursuivi le chemin. Donc j'ai été le premier à avoir ressenti son emprisonnement. Et que d'autres pensent que je n'ai pas fait assez, je voudrais simplement dire qu'une fois que la justice s'est saisie, prenons le cas du président de la République, c'est l'autorité la plus haute. Elle ne peut gracier que quand le jugement définitif a été rendu. Et comment voulez-vous qu'un président de la HAC, laissez-moi finir, interfère dans une procédure judiciaire? Je pense qu'il faut que cet équivoque soit levé. Par contre, ce que j'ai pu faire, j'ai pris contact avec plusieurs personnalités à l'effet d'obtenir la liberté pour Julde. Et lorsque je n'ai pas pu régler la question par ce créneau, j'ai pris contact avec les autorités judiciaires pour leur rappeler que seule la loi sur la liberté de la presse prévaut lorsque un délit a été commis par voie de presse. Je ne peux pas en faire plus en ce moment, plus que ça. D'accord. Alors, vous avez dit aujourd'hui, hier c'était Yacine, l'écrivain, le journaliste, lorsqu'il y a une certaine violation, il écrivait, il dénonçait. Vous êtes arrivé, et aujourd'hui c'est la plénière qui décide. Qu'en est-il de la suspension par moment lors des élections présidentielles du site Guinée Matin? Est-ce qu'une décision de la plénière ou c'est le président qui a trouvé que le site était dans un dépassement de ses prérogatives pour qu'il soit suspendu? Je vous prie de poser la question à chaque commissaire. Je ne prends aucune décision qui n'est passée par la plénière. Ça, c'est mon honnêteté et c'est une habitude chez moi. Peut-être avant de continuer, moi je voudrais rapidement revenir sur le cas Julde Diallo. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsque les choses se passent ainsi, que vous ne pouvez pas faire autre que ce que vous avez déjà fait. Ce qui veut dire que dans un pays comme la Guinée, où on fait fi de la loi pour emprisonner les journalistes, ce qui veut dire que la HAC à date, si les autorités judiciaires s'entêtent à emprisonner, c'est fini. Le journaliste n'aura qu'à croupir en prison le temps qu'il soit jugé et libéré. Bon. En principe, il ne doit pas être emprisonné. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche que vous faites. Lorsque le procureur a décidé de poursuivre quelqu'un parce qu'il estime que celui-ci a commis un délit par voie de presse et qu'un juge d'instruction a ouvert une information et même une procédure judiciaire, qui peut intervenir? La loi l'interdit formellement. Donc souffrez que je ne fasse pas immixtion dans la procédure judiciaire et que j'utilise les autres voies en ma possession pour pouvoir obtenir la liberté pour ce journaliste. Monsieur le Président, il y a quand même une question à ce niveau, que ce soit pour le cas Julde ou d'autres journalistes qui ont affaire directement avec d'autres citoyens. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la HAC n'est pas directement saisie? Les gens ont tendance à aller directement vers les tribunaux. Et ça ne date pas de vous. Même au temps de Martine Condé, c'était déjà le cas. Je vous ai entendu à un moment donné même là-dessus, le fait que les gens bypassaient la HAC pour aller directement vers les juridictions. Alors que c'est vous, l'institution quand même de régulation. Bien, je pense que vous pouvez nous reprocher de ne pas beaucoup communiquer. Ça, je vous le concède. Nous avons réglé au moins 10 affaires. Je vous cite une affaire. Un site va reproduire des informations prélevées sur Facebook.
le site diffuse l'information, 3 radios reprennent la même information. Et un haut fonctionnaire de l'État est mis en cause. Il saisit la HAC et nous privilégions le règlement à l'amiable. Et donc notre commission d'éthique a saisi la direction de ce site grandes gueules et les directions de ces radios. Il s'est avéré que c'était une fausse information. Mais le propriétaire du site est un journaliste honnête. Dès qu'il a compris que quelqu'un avait été lésé, il a décidé non seulement de retirer l'article, mais de réparer. Et les radios ont fait la même chose. Ça, c'est une médiation que nous faisons. Et je précise, ce haut fonctionnaire a voulu profiter pour que nous lui donnions un blanc-seing. Nous nous sommes opposés. Parce qu'il a demandé à la HAC de lui faire une lettre de reconnaissance qu'il a été donc diffamé et que le site et les radios se sont rétractés et ont présenté des excuses. Je lui ai dit non. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de leur demander de vous donner les produits diffusés. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Oui, mais vous-même, vous l'avez dit, qu'on peut vous reprocher de la non-communication assez. Et si vous communiquiez vraiment, vous pensez que votre communication perpétuelle ne pourrait pas dissuader d'autres qui seraient dans la même dynamique de faire l'histoire aux journalistes? Ou bien peut-être convaincre les gens à venir vers vous. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de gens viennent chez nous, mais puisque nous réglons à l'amiable, et nous ne communiquons pas. Mais il faut que vous communiquiez. Mais nous allons le faire désormais. Voilà. Parlons justement de communication et de. Je vais en venir au cas du bilan si le moment est venu d'en parler. Yacine Diallo a pris fonction à la HAC il y a quelques mois en arrière. Dites-nous à ce jour, quel a été l'état des lieux à votre prise de fonction? Antoine, et à ce jour. Avant qu'il ne fasse son bilan, j'aimerais quand même revenir sur la liberté de la presse. On en parlait tout à l'heure. La privation de liberté. Comment comprendre aujourd'hui que la loi soit claire là-dessus, qu'on se dise dans la loi que même quand un journaliste est accusé de diffamation, on ne doit pas le détenir en prison? Comment vous comprenez cette volonté des autorités aujourd'hui de garder des journalistes en détention? Parce qu'on en a 2 en ce moment à la maison centrale, notamment le doyen Amadou Diallo et Ibrahima Sadio, qui est également détenu de ce côté. Ah, ça, je n'ai pas connaissance de Sadio. Sadio est détenu, ça fait. Il a même été condamné. Je n'ai pas connaissance, je l'avoue. Ibrahima Sadio, du service des sports de la RTGM. Ah oui, d'accord, mais ça, bon, diffamation, j'avais appris ça. D'accord, ok. Maintenant, concernant la loi est claire. La citation directe est la voie indiquée par la loi. Et entre la citation directe et la comparution, vous avez 20 jours. C'est-à-dire que si le délit a été constaté et le journaliste est cité à comparaître par voie de huissier, et le journaliste vient dans les conditions normales libres. Et j'ai eu ce débat avec un des procureurs de Conakry. Je lui ai dit, monsieur le procureur, vous n'avez pas le droit d'arrêter un journaliste. Il m'a dit qu'il a passé tout le week-end à lire et à revisiter la loi, et que la loi lui donne la possibilité de le faire. Et je lui ai dit, j'aimerais bien voir les avocats de Yulde en face de vous. Donc j'attends, mais nous avons un problème avec les avocats. Il faut le dire. Nos avocats, enfin, il y en a qui sont très bons, comme Maître Traoré, que je respecte, et d'autres aussi. Mais je pense qu'ils prennent souvent, certains d'entre eux prennent souvent la voie la plus facile de dire, c'est politique. Le juge va au fond et fait asseoir sa conviction. Moi, je vous cite un exemple. Lorsque j'étais propriétaire du journal L'Enquêteur, nous avons diffusé la démission d'un colonel, tout simplement. Il a porté plainte et j'ai décidé de me constituer prisonnier à la place du directeur de publication. C'est lui qui aurait dû être arrêté. Mais j'ai compris que c'est ma personne qui était visée. Le jour du procès, j'ai compris que les avocats, en dehors de Maître Christian Sceaux, qui était mon avocat, ne savaient rien de la loi. Je les ai suppliés de me laisser me défendre. Et j'ai ferraillé avec le procureur au point qu'il n'avait plus d'arguments. Donc je pense qu'il faut que les avocats prennent l'habitude d'aller visiter la loi. Les procureurs le font. Si eux, ils ne le font pas, les procureurs gagneront. Alors, sur sa question toujours... Selon ce procureur, il avait le droit de garder le journaliste, mais à votre avis, vous êtes un doyen en la matière, ont-ils le droit de les garder?
Mais vous savez, le procureur... à 2 mois. Hein. Vous savez, le procureur relève du ministre de la Justice. Lui, il peut être influencé par l'exécutif. Mais le juge qui est venu au procès a confirmé la détention. Donc je pense que si, après le procès, Diouldé estime que justice n'a pas été rendue, qui juge les juges? C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il saisit le Conseil et dans ces conditions... L'affaire concerne le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le président de la République. Donc, attention, faites attention, ne faites pas de l'amalgame. Le président de la République ne juge pas. Oui, mais... Le président du Conseil supérieur de la magistrature, quand le Conseil se réunit, c'est le président de la Cour suprême qui préside. Ce n'est personne d'autre. Mais il peut influencer, comme le ministre peut influencer le procureur. Mais écoutez, qui n'influence pas qui? Les grandes gueules. Il faut avoir l'honnêteté de savoir qu'il y a des canaux. Moi, je n'exclus pas que des gens influencent. Parce que je n'ai pas compris, par exemple, pourquoi toutes les sollicitations que j'ai faites concernant la liberté pour Diouldé auprès de très hautes personnalités n'ont pas abouti. Et par la suite, comme j'ai fait moi-même le constat, j'ai décidé d'attirer l'attention de la justice que s'il y a procès, que la loi alors soit appliquée. Alors, mais concrètement, la lecture professionnelle que vous faites, connaisseur de cette loi L002, mais aussi d'autres lois autour de la presse, quelle lecture vous faites de la détention prolongée de Amadou Diouldé Diallo? Premièrement, je regrette sa détention. Deuxièmement, je regrette la durée de la détention. Et j'espère qu'avant le 3 mai, il retrouvera sa liberté. C'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je demande, mais je ne peux pas le demander à la justice, parce qu'elle est indépendante. Je ne peux que prier et espérer. Moi, je suis respectueux des institutions. Bien, Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication. Allez-y Antoine, sur votre question. Je reviens sur ma question qui était liée au bilan de Yacine Diallo à la tête de la HAC. À ce jour, dites-nous, vous avez pris fonction, on a observé beaucoup d'actions que vous avez posées, mais c'était quoi l'état des lieux à votre prise de fonction? Qu'est-ce que vous avez trouvé en place? Vous avez apporté quoi de neuf pour changer les choses à ce jour? Je voudrais rappeler que c'est pour la 3e fois que je viens à cet endroit. En 1992, j'avais été désigné par le président de la République, alors que je n'avais même pas l'âge. Et j'avais discuté avec lui parce que je n'étais pas d'accord. Et je suis allé au CNC et j'ai présidé la commission d'éthique et de déontologie. Puis je suis allé comme directeur de l'ORTG, puis j'ai démissionné et 5 ans après, j'ai été nommé président du CNC. Et me voilà de retour comme président de la HAC. Le premier constat que j'ai fait concernant les journalistes... Les grandes gueules. J'ai trouvé dans mon bureau près de 100 cartes de journalistes fabriquées, mais qui n'avaient pas été retirées. Parce que la carte coûtait 100 000. Et j'ai reconnu là-dedans de grands journalistes, mais malheureusement qui n'avaient pas 100 000. Donc, qui n'ont pas été capables de venir retirer leur carte. J'ai proposé à mes collègues commissaires que la carte soit gratuite pour permettre à chacun d'y accéder. Mais ça coûte de l'argent. Et on a fait le sacrifice. Deuxième chose, nous avons remarqué que la carte n'était reçue que par ceux qui exercent à Conakry. Et nous avons donc décidé d'aller à l'intérieur du pays rechercher tous ceux qui remplissent la qualité de journaliste. Nous avons donc décidé d'enrôler les gens dans leur rédaction et sur l'ensemble du territoire. Ça coûte, nous avons fait le sacrifice. À date, nous avons eu 4000 postulants et sur les 4000 postulants, 2300 ont été réellement enrôlés, dont 800 à l'intérieur du pays. Les opérations de dépouillement continuent et à date, 1500 ont reçu le OK. Donc à date, 1500 journalistes auront leur carte de journaliste professionnel et près de 600 ont été recalés pour des raisons diverses. D'abord parce que des documents manquent, des documents essentiels, ou ensuite parce qu'il y a trop de faux documents.
trop de faux documents. Et là, je regrette la légèreté de certains patrons de presse, la légèreté aussi de certains patrons d'associations. Parce que nous avions souhaité que les listes nous parviennent par les associations. Donc, le 3 mai, comme le disait Mme Hiro, les premières cartes seront remises à l'heure et en droit au cours d'une modeste cérémonie que nous faisons à la HAC. Et parlant de légèreté des présidents d'associations... Ah non, je n'ai pas dit des présidents, je dis de certains. De certains présidents. C'est quoi ces légèretés? Parce que nous apprenons qu'il y a des exemples de cas où des personnes se font passer pour des journalistes pour obtenir des cartes pour des voyages et tout cela. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin qu'il y a des personnes qu'on a voulu faire passer pour des journalistes rien que pour la carte de presse qui ne l'étaient pas? Je vous cite 2 cas. Celui d'un comptable qui voulait se faire enrôler. Mais il s'est trouvé que le chef de mission a compris que c'est à lui qu'il versait les frais de scolarité de son fils. Il lui a demandé d'enlever ses lunettes pour faire au moins la photo numérique. Et le comptable qui a reconnu le chef de mission n'a pas obtempéré et il s'est fait vider. Ensuite, un deuxième cas, c'est une famille. Ça nous a été rapporté par une de nos missions. Une famille, le père est journaliste, la maman et les enfants. Malheureusement pour eux, on avait dit à la maman qu'elle venait prendre une carte d'identité. Et comme nous avons fait une fiche de renseignement, un formulaire d'identification, elle n'en savait rien et cette famille a été démasquée. Et ensuite, plus grave, parce que ça, ce sont des journalistes qui l'ont fait. Vous savez, puisque nous avons dit qu'on va enrôler dans les sièges, un prétendu patron de presse va dans une boutique qui était fermée, il dit que c'est son siège. Il est allé faire une banderole du nom de son journal, il a mis là. Et quand la mission est venue, il a dit, laissez, je vais aller chercher la clé. Et à son retour, il a trouvé que le boutiquier avait ouvert sa boutique et il a disparu. Voilà les cas de figure que nous avons rencontrés. Donc, la première chose que nous avions à faire, c'est quel site? C'était d'assainir la profession. Et je pense qu'on le réussira ensemble. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est que l'eau ne circule pas dans cette zone. Et j'ai remarqué que dans mon bureau, il y avait un bidon de 20 litres et je demandais toujours ce que c'était ou d'où ça venait. Et j'ai compris un jour, parce que de passage dans une rue de Boulbinet, j'ai reconnu une des pick-up de la HAC qui prenait de l'eau dans des bidons jaunes. Et j'en ai conclu que la HAC puisait dans un quartier. Wow. Et j'ai proposé au collège que nous fassions un forage. Aujourd'hui, l'eau coule jusqu'au 2e étage. Ensuite, la salle la salle historique du 25 août, là où la Guinée a pris son indépendance le 2 octobre, était à l'abandon. Et nous avons donc décidé de restituer à cette salle son visage historique. Allez voir aujourd'hui, je pense que vous ne la reconnaîtrez pas. Voilà, entre autres. Et ensuite, vous savez, comme il le disait, la loi a été modifiée. Le collège précédent, ils étaient 11 et nous sommes 13. Et donc déjà, quand ils étaient là, il manquait de bureaux. Nous avons fait construire 3 bureaux pour 3 commissaires avec des toilettes hommes et femmes. Tout cela a été prélevé sur notre modeste budget. Je voudrais dire, il y a une chose que je n'ai pas pu régler. Je le regrette et je ne désarme pas. À la HAC, il y a des gens qui travaillent là depuis 20 ans et qui ont des salaires de 600 000. Ils n'ont jamais été alignés sur la fonction publique alors qu'ils ont des numéros matricules. Les grandes gueules. J'attends qu'ils Cette réagissent. histoire de numéro matricule. Mais ceux-là, différent. les travailleurs de la HAC ont acquis ces numéros matricules de manière légitime et correcte. Mais ils devraient Donc, percevoir un salaire. Mais non, ils perçoivent un salaire, mais qui ne correspond pas à leur qualification. Minime. Mais vous voyez des ingénieurs qui sont au service monitoring qui ont 900 000. Les grandes gueules. Ça, c'est le combat que je vais faire. J'espère que j'aurai beaucoup d'alliés pour pouvoir régler cette question. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de venir pendant 30 jours, ils ont 20 jours ouvrables,
et lui donner 600 000. Voilà, Monsieur le Président, par rapport aux cartes de presse et puis toutes les dépenses que vous êtes en train de nous citer, peut-être que vous accepterez, si ce n'est pas discret, de nous dire ce que ça vous a coûté, le travail que vous avez déjà fait à la base. Et puis peut-être parce que nous, ça nous pose énormément de questions, ou ça suscite à nous des interrogations. Pourquoi l'ancienne équipe n'a pas été capable de le faire? Mais on ne vous demande pas ce jugement. Mais ça vous a déjà coûté combien et comment l'argent est mobilisé? Mais vous savez que les institutions reçoivent une subvention. Et cette subvention ne concerne que le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un volet investissement. Mais je pense qu'il y a des postes de dépenses qui pouvaient être supprimés, ou en tout cas réorientés. Et c'est ce que j'ai fait. Rien que pour la carte de presse, nous avons déjà dépensé près de 200 millions. Donc ça, c'est un sacrifice qu'on a fait. Ensuite, on a réduit également des dépenses d'achat, par exemple, de papier. Et en fait, nous avons annulé certaines dépenses pour pouvoir créer le minimum de conditions de travail pour nos personnels, parce qu'à mon avis, quand l'environnement n'est pas sain, on ne peut pas demander à des gens de venir travailler. Bien, quand vous parlez d'environnement sain, justement, je vais saisir la perche, notamment par rapport à l'environnement du monde des médias. Vous avez certainement en perspective d'organiser des formations, parce que, on le disait tout à l'heure, tout le monde se retrouve dans la corporation. Parfois, les B.A.B.A. ne sont pas là. Qu'est-ce que vous envisagez dans ce sens? Vous posez, à mon avis, une question de fond. Et je l'ai dit et je le maintiens. Les pouvoirs qui sont succédés n'ont pas marqué un intérêt particulier concernant la formation des journalistes. Moi, je vous cite mon cas. Lorsque j'étais à l'école de journalisme, toutes les matières qui sont enseignées en sciences sociales et en droit se font appeler là-bas les sciences auxiliaires du journalisme. C'est-à-dire que le journaliste est préparé à comprendre n'importe quel sujet et à poser des questions à n'importe quel spécialiste, parce qu'il a reçu le minimum. Puis, suit sa formation pratique de journalisme, et avec des formateurs dédiés. Mais ici, il m'est arrivé d'aller dans certains instituts de formation où j'ai retrouvé des stagiaires de la RTG Coloma qui sont professeurs là-bas. Quel institut? Comment voulez-vous? ISIC. Comment voulez... Ça, c'est vous qui le dites. Pourquoi vous citez ISIC? Il y a des institutions d'enseignement privé. Comment voulez-vous qu'un stagiaire forme un journaliste? Donc, je pense que les pouvoirs doivent permettre aux jeunes de se former. Mais il y a des stagiaires de plus de 15 ans, hein, à la RTG. en fonction. Mais il y a des stagiaires à la RTG, excusez-moi. Il y a des stagiaires à la RTG qui sont depuis plus de 10 ans. Et vous voulez dire que ceux-ci sont qualifiés pour enseigner? Ils ont acquis d'abord leur diplôme de maîtrise. Moi, je vous dis ma conception. On m'a reproché de ne pas aller enseigner. Je leur ai dit qu'il me manquait le facteur le plus important, la pédagogie. Et d'ailleurs, la psychopédagogie, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et donc, il faut qu'on accepte, il faut que des journalistes acceptent d'être des formateurs et qu'ils aillent se former pour venir former des jeunes. Ça, si on ne le fait pas, mais je reconnais quand même qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont très talentueux, très compétents. Et c'est ce qui me fait conclure, contrairement à ce que je pensais il y a quelques moments, que la relève est bien assurée. Alors, est-ce qu'on peut dire par là que malgré l'existence de ces écoles ou des instituts de formation, l'avenir du journalisme est menacé? Parce que si sur le terrain, certains se targuent d'avoir des diplômes sortis des instituts et que ces instituts même rencontrent des problèmes au niveau des formateurs, ce qui veut dire qu'il y a un gros problème qui n'est pas qu'au niveau des journalistes simplement. Vous avez parfaitement raison, et le législateur l'a intégré dans la loi sur la HAC. Il a prévu des articles dans lesquels la HAC, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, doit pouvoir certifier les instituts et les diplômes. Après la délivrance de la carte, c'est notre nouveau chantier. Et je suis heureux que le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur soit Aboubacar Silla,
un fin connaisseur des médias, patron de presse, plusieurs fois ministre de la Communication. Je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir mener ce nouveau chantier prévu dans la loi pour certifier les instituts et les diplômes. Quel va être le mécanisme de certification? Mais le mécanisme... Les curricula? Non, bon, pour le moment... Il y a l'ANAC qui existe. Est-ce que Déjà, vous allez collaborer avec? La loi dit, la HAC et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur est mieux qualifié pour nous indiquer quels sont les acteurs qui peuvent venir travailler avec la HAC pour certifier. Et une fois que ces certifications sont faites, moi je vous dis par exemple, je refuserai de certifier un institut qui n'a pas de professeur qualifié. Donc je pense que l'assainissement va se faire là. Oui, ma question, votre mécanisme de certification, vous avez parlé de professeurs qualifiés, mais aussi, est-ce que vous allez vous intéresser aux curricula qui sont utilisés par ces institutions, ou tout simplement vous allez valider déjà les curricula qu'ils ont ou en proposer? C'est la commission qui décidera, qui sera mise en place, qui proposera. Okay. Et nous déciderons. Le lundi prochain, Président, ce sera cette journée mondiale de la liberté de la presse qui va être célébrée. En prélude à cela, il y a ce rapport de RSF qui est récemment apparu. La Guinée gagne un point. On gagne un point. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à cela? Est-ce que pour vous, selon vos yeux, la Guinée, en termes de liberté de la presse, il y a une certaine avancée? Qu'est-ce qui, pour même vous, si certains se posent des balance? questions sur cette avancée. Bien, vous savez, les gens ne comprennent pas comment le classement se fait et quels sont les critères. J'en connais un peu. Par exemple, l'un des critères, c'est l'indépendance des patrons de presse par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir économique. L'autre préoccupation, par exemple, est-ce que les associations de presse sont indépendantes réellement? Ce sont des critères qui ne relèvent pas de l'autorité exécutive, par exemple. Ou alors on vous demande, est-ce que les minorités sont susceptibles d'être journalistes, par exemple, dans votre pays? Il y a une foule de critères qui font que parfois on est étonné que des journalistes soient en prison et que le pays avance. Donc c'est une foule de critères et ensuite on se trompe. C'est que le classement, ceux qui sont chargés d'apporter, de remplir les formulaires d'appréciation, le font habituellement 2 mois avant la fin de l'année. Donc le temps qui s'est écoulé entre les 2 derniers mois et le moment où on publie le rapport, ça a changé, alors que le rapport ne vise qu'une période. Mais comme ce n'est pas publié pendant l'année qui finit, on a l'impression qu'il y a un problème. Donc ça aussi, il faut le savoir. Raison de plus pour vous d'apprécier aujourd'hui cette notation, puisque vous connaissez... suis heureux. Vous êtes heureux que la Guinée ait je suis heureux. Point. On se rappelle encore en 2010, 2011, si j'ai bonne mémoire, on était 86e successivement jusqu'à 3 ans. Après, on a chuté 108e, aujourd'hui 107e en 2019. Aujourd'hui 110e récemment en 2020. Voilà. C'est des classements aléatoires. Ah bon? Parce que tout dépend de ceux qui jugent. Vous avez dans un pays 2 ou 3 personnes qui envoient des critères de manière anonyme. Et ce sont des personnes connues, des journalistes de grande réputation. Donc, si 2 de ceux-là sont de mauvaise foi, la note est négative. Ça aussi, vous devez le savoir. Mais prenez les 3 pays généralement qui arrivent en tête depuis maintenant 10 ans. La Norvège, la Finlande. Et bizarrement, cette année, le Gabon est allé... Mais c'est ce que je vous explique. La Guinée-Bissau nous a battus, monsieur le Président. Mais c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que Reporters sans frontières a des personnes ressources dans chaque pays et c'est eux qui remplissent les formulaires. Et c'est sur la base de ces formulaires que des classements sont faits. Ensuite, les classements dépendent aussi. Bon, vous savez, personne n'est jamais suffisamment indépendant. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait des rapports erronés. Alors, mais même pas des rapports erronés, mais des rapports partisans.
Justement. C'est possible. Alors moi, je veux avoir votre lecture sur la condition des journalistes. Beaucoup expliquent le malaise qu'il y a dans le milieu par les conditions de vie et de travail. Déjà, je veux savoir quel est le droit de regard de la HAC sur la création des médias en Guinée. Bon, vous savez que la loi a été modifiée. Dans l'ancienne loi, c'est la HAC qui donnait l'agrément. Maintenant, c'est le ministère de l'information, mais après avis de la HAC, c'est un peu retour au CNC. Mais la HAC gère le contenu. Et je pense que quand on parle de journalistes, on parle de production, on parle de contenu. Donc, la HAC a toute autorité à regarder le contenu tant sur les médias du service public que les médias du service privé. C'est une grande responsabilité. Et c'est pour ça, je vous fais remarquer que depuis que nous sommes là, il y a de moins en moins de sanctions. Presque dans le mois, vous lisiez 2-3 sanctions de suspension. Nous avons inversé la tendance. Lorsque notre service de monitoring nous mentionne qu'il y a eu probable violation de la loi, notre commission d'éthique s'approche des patrons de presse et parfois des journalistes pour discuter des possibles violations qui sont contenues dans de tels propos. Et c'est comme ça que nous avons pu réduire beaucoup d'erreurs qui se glissent parfois. Je vous cite un exemple. Un jour, j'écoute une radio, un journaliste dit qu'il y a génocide à Sangoya. Génocide à Sangoya. Wow. J'appelle le propriétaire de la radio, je dis attention, la radio annonce génocide à Sangoya. Il n'avait pas écouté. Je dis, le journaliste dit qu'il y a un camion qui a dérapé et qui est venu rentrer dans une espèce de baraque. Il y a un mort et des blessés, il y a génocide. Son patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le dictionnaire, d'après ce qu'il m'a dit, il allait remettre au journaliste. Et quand il a lu génocide, il dit, bon, je ne connaissais pas le nom. Voilà des situations dans lesquelles on peut imaginer que ce ne soit pas génocide, mais qu'il aille dans la vie privée de quelqu'un. Ouais. Diffamation. Voilà. Or, je vous dis, nous devons faire beaucoup attention. Nous, les journalistes. Moi, je suis journaliste, je le revendique. Je n'ai travaillé que dans le secteur depuis toujours. Je pense que si nous ne prenons pas garde, nous finirons par donner raison aux adversaires de la dépénalisation. Ils sont très nombreux. Ils n'ont pas envie que la dépénalisation vive. Et la meilleure façon pour nous de les contrecarrer, c'est de travailler de la façon la plus professionnelle et la plus honnête. Peut-être espérer justement par rapport à ma question tout à l'heure qu'on aille vite sur le contrôle de ces médias, parce qu'aujourd'hui en Guinée, on a des gens qui ont créé des médias. Et dedans, on a 2 ou 3 ordinateurs, des Guinéens qui sont employés de jeunes, mais qui ne perçoivent absolument rien. Après, sur le terrain, il y a comme une suite logique, ils ne sont pas payés. Beaucoup de problèmes quand même qui concourent à ce qu'on vit actuellement. C'est le Gombo qui les fait vivre. Mais vous avez raison de soulever cette question. Et c'est pour ça que nous avons dit, l'enrôlement se fait au siège des journaux, au siège des organes. C'est en Guinée, je pense que c'est un cas singulier, où il y a un journal qui n'a pas de siège ou un site qui n'a pas de siège. Je pense que ça n'existe nulle part. Premièrement. Deuxièmement, le propriétaire de ce prétendu site ou de ce journal est seul. Il est seul. C'est-à-dire il est journaliste, rédacteur en chef, propriétaire, comptable et tout. Et je leur ai dit, parce que justement ils sont venus dire donc on n'aura pas la carte. Je dis, tous les journalistes qui travaillent chez vous auront leur carte s'ils remplissent les conditions. Mais je ne reconnaîtrai pas un organe qui n'a pas de siège. Et je leur ai même dit, attention, comment vous faites? Les annonceurs déposent leur publicité où? Parce que l'annonceur, il ne vous envoie pas sa pub par Internet. Parce qu'il doit avoir la garantie que si vous ne diffusez pas sa pub, il peut aller récupérer son argent. Quelque part. Et pour le 3 mai, qu'est-ce qui est prévu? Et rapidement, la subvention accordée aux médias, est-ce que c'est disponible? Bon, ça c'est une question de fond. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit. Moi, je suis transparent. Madame Martine Condé, avant de partir, avait écrit au ministre du Budget, qui avait pris un arrêté
de mise à disposition. Et c'était un héritage pour moi. J'ai poursuivi jusqu'à la lettre de paiement. Ça, c'était pour l'exercice 2020. Lorsque les associations m'ont vu pour me dire que cette subvention avait été dégagée, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas payée. Et qu'ils sont allés au ministère du Budget, ça leur a été dit là. Et que ce que le ministère pouvait faire, c'était d'engager rapidement l'exercice 2021. À peine que j'ai été saisi, j'ai fait la lettre au ministre du Budget et quand l'arrêté a été pris, j'ai scanné personnellement et j'ai envoyé au président des associations. Je suis transparent jusqu'au bout, donc c'est dans le processus. Je parlais du 3 mai. Qu'est-ce qu'il y a de prévu concrètement ? Mais en fait, il a posé 2 questions. Oui, voilà. C'était la deuxième. La première. Maintenant, la deuxième, le 3 mai. Vous savez que les regroupements importants sont interdits pour des raisons évidentes que nous connaissons. Mais nous pouvons quand même faire une cérémonie modeste à notre siège qui a changé de visage. Et donc, cette cérémonie est prévue à 13h, le 3 mai, au siège de la HAC. Je profite de votre antenne pour inviter les journalistes qui le désirent, les patrons de presse qui le désirent, les journalistes qui le désirent, de prendre part à cette cérémonie. J'ai déjà l'accord de 2 ministres qui ont accepté de venir. Je les ai sollicités pour des raisons connues. Je prends le cas du ministre Thibault. Il a toujours été un défenseur de la liberté de la presse. Je l'ai invité, il a accepté. J'ai invité le ministre Kiridi. Il a accepté. Je l'ai invité pourquoi ? Kiridi fait partie des pionniers de la libéralisation. C'est lui qui a présidé la commission de libéralisation. Et moi, j'ai présidé, dans ma qualité de président de l'AGEPI, la commission technique. Donc, ma commission a écrit le projet de décret, les projets d'arrêté et les projets de cahier des charges. Donc, j'ai invité le ministre Kiridi pour lui reconnaître ce rôle de pionnier parmi d'autres. Ils sont nombreux. Il n'était pas de ceux qui s'opposaient à la libéralisation. Je vais inviter bien sûr le ministre de la Justice qui m'avait fait l'honneur de venir présider la cérémonie de lancement. Je vais inviter le ministre Fofana qui était venu aussi et puis d'autres ministres, je vais les inviter et d'autres personnalités. Je sais que leurs calendriers sont généralement chargés. J'espère qu'ils seront là et que les journalistes seront là. Maintenant, la méthode, c'est que le 3, nous allons remettre de façon symbolique des cartes. Et juste après, ceux qui désirent retirer leurs cartes, si elles sont disponibles, ils pourront les retirer à la HAC parce que chacun ira retirer sa carte à la HAC parce que nous avons un registre et nous avons décidé de mettre chacune des cartes sur notre site. Chacune des cartes sur notre site. Parce que sur la carte, il y a un numéro et une photo. Si quelqu'un s'improvise journaliste ou s'autoproclame journaliste et va vers quelqu'un, il suffira simplement d'aller sur le site et voir s'il est vraiment journaliste ou pas. Et nous avons mis un numéro de téléphone qui est ouvert 24/24. Si vous avez des soupçons, vous appelez le numéro et la personne vous dit si c'est authentique ou pas. Dernière question. Avec l'AGEPI, je rebondis sur l'AGEPI. Aujourd'hui, on parle de bicéphalisme à sa tête. Avec Ibn Conté et Aboulaye Diallo, vous qui avez été président de cette association, est-ce que vous êtes fier de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, avec cette forme de combat qu'il y a en son sein? Comment est-ce que vous appréciez la façon dont est devenue l'association guinéenne des éditeurs de presse? Si vous leur posez la question, lorsque, avant de venir à la HAC, j'avais appris qu'il y avait un conflit, j'ai proposé ma médiation. J'ai rencontré les 2 tendances au siège du Lynx et je devais obtenir la fin de la négociation au Novotel quand l'une des parties s'est absentée. Et je me suis retiré de la négociation et par après, Madame Martine m'a sollicité pour présider une commission. La commission a rendu des conclusions et mon travail était terminé. Je regrette qu'il y ait des difficultés dans des associations. Vous savez, moi j'ai été le premier président de l'URTELGUI et j'ai imposé l'unité de l'URTELGUI. Et pour le réussir, vous savez ce qu'on a fait? On a demandé aux grands groupes comme Adafo
comme Nostalgie, d'accepter de percevoir le même montant de subvention que la radio la plus petite. Et si à Dafou à 23 millions, la radio qui est à Kissidougou à 23 millions. Et ça a permis de souder l'union. Et personne n'est parti jusqu'à maintenant. Je pense que c'est le secteur où il n'y a qu'une association, c'est l'Urtelgui. Et je pense, naturellement, je ne demande pas à ceux qu'il n'y ait pas beaucoup d'associations parce que ce sont des regroupements libres. Donc, mais je souhaite qu'elles vivent dans la paix et qu'elles contribuent à aider la presse à vivre mieux. Maintenant, dernier mot concernant les salaires des journalistes, je pense que les patrons doivent faire des efforts. On ne doit pas demander à des journalistes de travailler sans les payer. Ils iront prendre l'argent ailleurs et diffuser l'information de ceux qui leur donnent l'argent. C'est condamnable. Voilà. Et quel message à l'endroit des jeunes journalistes? Je suis fier aujourd'hui de voir beaucoup de jeunes journalistes faire un excellent travail. Je suis vraiment fier. Et je leur demande de faire en sorte que tous qui sont arrivés par effraction soient jetés dehors de la façon la plus brutale. C'est ce que je recommande. Vous allez ramasser la peau cassée. Yacine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication. Merci d'être passé dans ce studio, doyen. C'est avec plaisir et je voudrais vous souhaiter par anticipation une belle journée du 3 mai. Je vous y invite et je souhaite que la presse soit solidaire, mais qu'elle reconnaisse aussi ses fautes quand elle en commet. Parce que c'est ça un peu le défaut de la presse. Je voudrais terminer par là. Un journaliste sérieux, quand il fait mal, il reconnaît et il corrige. Il devient un journaliste puissant. Bien, le message est passé, vous l'avez compris, c'est par ces mots qu'on termine, on vient au bout de cette émission donc de GG de ce lundi 26 avril 2021. C'était un plaisir de vous servir, le premier numéro de la semaine. Nous vous retrouvons demain avec un autre numéro, d'autres actualités bien évidemment. Merci à Mohamed Diaby qui a géré les sons du côté de la radio, du côté de la régie, Nala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à Vladimir Poutine, ils sont nombreux, ces jeunes qui nous aident à faire passer le message. C'était un plaisir de vous servir. À demain pour d'autres actualités. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Monsieur Samouka Berete, déjà en studio, Jacques Lewaleno. Bonjour Monsieur Berete, bienvenue. Bonjour Madame. Bien, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Allez-y Jacques. Vous êtes donc député de Beïda et vous êtes de la commission des lois au Parlement. On aimerait par commencer peut-être apprendre un peu plus sur vous, vous et la politique et vous et le RPG. Comment c'est venu tout ceci? Merci bien. Je salue tous les auditeurs et les téléspectateurs du groupe Espace. Pour aller directement sur la question, c'est que si je n'exagère pas, entre parenthèses, c'est un peu héréditaire. Je tiens la chose des parents. Vous êtes né dans le RPG? J'ai grandi dedans. Et vous êtes né dedans? Les grandes gueules. À la sauce RPG. Je tiens la chose des parents jusqu'à 14-15 ans quand je quittais Beïda avant de rejoindre Conakry. Mettez le micro en face de vous, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Parlez dedans. Une fois ici, le lycée Colère, puis l'université de Somphonia, faculté de droit. J'appartenais à la section scolaire et universitaire. Du RPG. Du RPG. D'accord. Pur. Il a le RPG dans les gènes. Et donc, ma spécialité au sein du parti, c'est les élections. Ok. Pour l'essentiel. Oula, vous n'allez pas vous faire Donc, que j'ai des amis développé, ici. et en théorie et en pratique, les élections. Donc, chargé de mission électorale dans plusieurs préfectures et chargé de mission politique, spécialement pour la préfecture de Beïla et exceptionnellement pour Zérekoré. Donc c'est vous qui avez bourré, Les les grandes urnes. gueules. Votre micro n'est pas ouvert encore. Allez-y Antoine. Parlant justement d'élections, il y a eu ces législatives auxquelles vous avez participé qui ont été beaucoup critiquées par des Guinéens et certains ne vous reconnaissent d'ailleurs pas comme des députés légitimes ou légaux. Vous aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vous reçoit dans ce studio, permettez qu'on fasse ce rappel-là. Qu'est-ce que vous pensez de tous ceux qui pensent que vous, Samouka Berete et bien d'autres députés ne méritent pas d'être à l'hémicycle? Bon, je ne peux que respecter leur opinion.
Il y a un écrivain et homme d'État, homme politique anglais, Horace Walpole, qui disait que la vie est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent. Absolument. Ça vaut le résumé et c'est la réponse à la question. Les grandes gueules. L'autre question, c'est bien, toujours avec le RPG Arc-en-Ciel. On sait que depuis des décennies, il n'y a pas de congrès au RPG Arc-en-Ciel. La jeunesse par endroit réclame le congrès pour rajeunir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, jeune député conseil communal de Beila, Samouka peut-il être de cette catégorie de jeunesse qui veulent aujourd'hui que le RPG se rajeunisse et le congrès se tienne? En réalité, c'est un processus. Je me rappelle en 2019, février-mars, une mission qui est partie sur le terrain pour restructurer à la base. Et j'ai participé à la préparation de cette mission, spécialement pour la préfecture de Zérékoré, où j'ai fait toutes les 10 sous-préfectures, pour préparer l'esprit des gens, en leur disant il y a une mission qui viendra pour la restructuration. Donc à la base, ce travail est fait dans toutes les sous-préfectures. Ce qui reste, c'est la fédération. Et au niveau du sommet du parti, ils sont en train de préparer cette mission pour envoyer les gens pour installer la fédération, c'est-à-dire la structure qui va gérer la préfecture. Parce que dans chaque district, il y a sous-section. Dans chaque préfecture, il y a section désormais. Et chaque sous-préfecture, il y a section. Et chaque préfecture, maintenant, il y aura une structure qu'on va appeler fédération. Ok. Le dernier congrès du RPG date de quand? Oh. Il était très petit. Vous étiez très jeune. Il était au biberon encore. Ça fait effectivement très très longtemps. Et vous qui êtes dans cette formation politique, quand même le RPG, quand on cite les grandes formations politiques aujourd'hui, le RPG fait naturellement partie. Et vous qui êtes au sein de cette formation, ça vous fait quoi de savoir que vous êtes au sein de cette formation politique et qu'il n'y a aucune instance qui vous permette de grandir dedans? On grandit. Moi, je suis installé à Conakry. Je suis chargé des questions d'élection au niveau de la section 2 de la commune urbaine de Beila. Depuis quand? Depuis la réforme de 2019. Mais et je vous informe, j'appartiens à la cellule nationale technique chargée des élections au niveau du parti depuis 2010. Quand je dis bien grandir, on parle de ce, par exemple, quand on parle du choix d'un président de ce parti, le président de la République, il est arrivé en 2010 et il n'a jamais renoncé, par exemple, à être à la tête du RPG, ce qui n'est pas normal. Vous, jeunes démocrates et tout, qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Moi, je ne vois aucun danger, personnellement. Je ne vois rien, aucun danger. Vous ne pensez pas pour le parti non, ou pour... à l'intérieur, je ne vois aucun danger. Vous ne pensez pas qu'on fait le culte de la personne, une seule personne, c'est elle qui est là tout le temps. Parce que c'est pas quand même logique. C'est pas quand même logique Monsieur d'être le député. président de la République en même temps président Monsieur le d'une député, formation monsieur le politique. député, pour prolonger leur question, puisque vous êtes dans les citations des grands hommes politiques anglais, moi je vais vous en citer un, c'est Winston Churchill, qui a dit que si deux hommes ont toujours la même opinion, l'un d'eux est de trop. Ne pensez-vous pas que la non-diversité d'opinion à l'Assemblée nationale nuit justement à votre légitimité à vous? Il y a une question qui est Non, déjà posée. non, mais je la repose. Je la repose. Laissez-moi. Je la repose. Soyez solidaires 2 minutes. Je la repose. On se comprend. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? On va commencer par la question de Mafoulia. Avec la politique. Ça vous arrange? On attaque ma structure Ça vous arrange? Si ça ne vous dérange pas. Ça vous arrange? Au sein du parti, personnellement, moi, je ne vois pas que du chemin soit barré pour les jeunes pour monter. Moi, mon cas, c'est que je vous dis, c'est un cas spécifique. Vous dites que vous ne vous opposez pas à ce que le chemin soit barré. Le chemin n'est pas barré. Mais c'est ce que vous avez dit. Là. Non, vous n'avez pas compris. Jusque-là, le chemin n'est pas barré. Pour un jeune de réussir. Je vous ai dit, mon cas, depuis 2010, j'appartiens à la cellule chargée des élections. Mais justement, vous connaissez le fonctionnement d'une formation politique. Et aujourd'hui, en fait, on ne va pas faire le débat, question-réponse. On veut bien vous entendre sur quand même ce dysfonctionnement. Ce que vous ne comprenez pas, normaliser ça. Oui, chaque parti politique a sa façon de fonctionner. C'est la démocratie genre RPG. Pas de congrès depuis 1994. 12. Une notion très vaste que chacun interprète à sa façon et ça fonctionne. C'est quoi la notion de démocratie pour vous? Grand frère, c'est la manière de comprendre qui ne dérange pas personnellement les têtes. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on prend 92, 2021, 22, ça va faire combien d'années?
plus de 30 ans. Tu n'étais pas bonne en maths. Ce qui me fait rire, Oui, justement. C'est ce que je voudrais vous dire. l'opportunité. Je pose la question, Est-ce si que vous permettez. Par rapport au sommet. Vous permettez que je pose la question? Oui, madame. Bien. Est-ce que vous ne pensez pas que ce dysfonctionnement au sein des formations politiques, parce qu'on ne parle pas que du RPG ici, généralement, on ne tient pas de congrès chez nous dans les formations politiques. Merci, Diadia, bravo. Est-ce qu'il ne sait pas ce qui est transposé dans la gestion de la vie de la nation généralement quand ces hommes politiques prennent le pouvoir? Non. En plus, moi, ce qui m'a... Non, mais il n'a qu'à développer. Oui, non. Allez-y, il a dit non. Apparemment, il ne va pas continuer. C'est pourquoi j'enchaîne. Alors, moi, je pose cette question. Ça a une explication. Moi, je pose cette question parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a les jeunes au sein des formations politiques qui viennent sur les antennes et qui occupent des espaces pour parler de politique. Mais lorsqu'il s'agit des questions qui dérangent les grands patrons de ce parti, on ne se prononce plus. Finalement, on est quel militant, on est quel sympathisant, celui qui vient accompagner pour un homme. Le résumé que j'ai eu à faire, c'est un seul mot. L'opportunité. C'est quoi? L'opportunité, Vous ne pensez pas que c'est c'est opportun l'alternance aujourd'hui à la tête du parti, parce qu'on a suivi Souleymane Keïta récemment, un autre jeune du parti qui est député aussi, qui a annoncé qu'il y a un congrès qui est en train d'être préparé. Et il n'exclut pas qu'il y ait un nouveau président à la tête du RPG. On ne dit pas qui c'est, mais on nous apprend. Sauf qu'il a dit que c'est le congrès qui le déterminera. Donc, il n'est pas expliqué qu'Alpha soit maintenu. Il a dit la nouveauté, c'est qu'il y aura un président à la tête du parti désormais. Il a annoncé. Et donc, est-ce que vous nous dites ce matin qu'on va remplacer Alpha Condé à la tête du RPG? Et aujourd'hui, on est à mesure de dire qui sont ceux qui peuvent être à la tête de ce parti. À l'instant où je suis en face. Mais c'est le seul parti politique. Excusez-moi, ne donnez pas de nom, dans la attention. sous-région, sinon on va après couper 10 années de gestion, qu'on ne sache pas c'est qui la relève. Qu'on n'ait pas de nom, même dans le parti. Même une sorte de squelette de celui qui peut le remplacer. On n'en a pas. C'est ce que je dis. Je dis, l'opportunité n'existe pas de montrer quelqu'un pour dire que c'est lui qui va le remplacer. Il y a une opportunité. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'opportunité? Non, mais attendez. Qu'est-ce que vous appelez dans Ça vous sert quoi? En fait, au sein du RPG aujourd'hui, il n'y a qu'une utilité à choisir autre que Alpha Condé, c'est cela? Pour le moment, choisir quelqu'un à la tête du parti. Pour le diriger. Parce que c'est la logique politique. Pour le Nous avons diriger. un secrétaire permanent, Oui. Dr Condé, Uh-huh. qui fait fonctionner Qui le n'est pas parti. connu. C'est pas important. C'est le travail technique qui intéresse. Oui, mais. Ceux qui sont chargés Oui. de ce que vous appelez être connus là, Uh-huh. sont là, sont sur le Mais terrain. qu'est-ce que Ils font vous ce faites? travail. C'est comme ça on travaille. Alors, Donc qu'est-ce la que vous relève faites? n'est pas assurée. C'est-à-dire La relève de quoi? Si, la d'Alpha relève Condé. est assurée. Alpha Condé aujourd'hui, il a 80 ans et quelques. On se dit qu'il faut forcément qu'il y ait des jeunes, ou voire même des dauphins, sur qui on peut porter l'œil aujourd'hui. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, de son vivant, a désigné des potentiels successeurs. Ahmed Bakayoko en faisait partie. Même s'ils ne sont pas. Gon Koulibaly en faisait partie. On sait ce qu'il en a fait. À ce jour en Guinée, On sait où ils sont malheureusement maintenant. ils sont partis, mais à ce jour, il y a au moins d'autres noms qu'on peut citer qui sont en mesure de le remplacer en Côte d'Ivoire. Mais en Guinée au RPG, on n'est pas en mesure de dire un seul nom de cadre au sein du RPG capable de remplacer Alpha Condé. Mais On c'est ne peut normal. pas. c'est normal. C'est pas logique. C'est normal. Oui, c'est normal. Excusez-moi. Ahmed, On va écouter le l'invité. jeu. Allez-y. Non, mais Le jeu j'ai dit auquel c'est normal, s'est j'ai rien dit d'autre. Tu as du Le jeu RPG? auquel s'est Non, prêté pas Alassane du tout. Ouattara Oui. Tu as du FBG était un problème pour lui. Oui. Ça a été un problème pour lui. Comment ça? Si, à l'intérieur du parti, vous savez qu'il y a des problèmes. Oui, il y a eu ça. Vous savez. Mais à qui la quelques faute? petits soucis. Pas des petits. Non. De sérieux soucis. Oui. Donc vous avez peur. Donc vous en fait. pensez que ça va créer des problèmes? Non. Exactement. Nous, à l'intérieur, on n'a aucun problème. Le problème, c'est que le parti fonctionne. Et le parti fonctionne. Alors, C'est tout. prenons la Pourquoi? question sur le plan national. Antoine, s'il te plaît. C'est que En vous fait, dites- monsieur le député, monsieur le député. Big Togo. Monsieur, On va y aller un à un, s'il J'ai vous plaît. posé une Oui. question. Alors, bien. on a un Calmez-vous. président. Non, non, ne nous amenez pas dans les citations. Ahmed, Big Togo, Ahmed, Gon, Hachi, et tout ce que vous connaissez là, y compris son petit frère, Oui. c'est un cocktail. Oui. Vous le savez bien. Vous avez la Vous phobie suivez- du changement, c'est ça? Vous avez la phobie du changement? Surtout un changement inutile. Là, je suis surpris de la Moi, je veux bien que parallèlement, Antoine, je veux bien que parallèlement à cela, qu'il se prononce sur quand même, on a un président de la République. Vous êtes d'accord avec nous que quand on est président de la République, on n'est plus président d'une formation politique? Selon la Constitution. Bon, voici un autre aspect qui me fait rire beaucoup. Et comment? On en parle souvent. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. On en parle souvent. Mais après, ce n'est rien. En quoi ça n'est rien? Ce n'est vraiment rien. Mais c'est Je vous ça dis, dans les textes, nous, normalement. le fonctionnement de notre parti, il y Ah a un non, secrétaire là, je ne permanent. parle pas de votre parti, Si, je c'est parle ce du que je pays. dis. Oui. Je parle de la République de Guinée. Alors, Alpha Selon n'est notre pas- constitution, Oui. vous êtes président de la République, vous n'êtes plus président d'une formation politique. Et c'est le cas qu'on vit actuellement. Et vous pensez qu'Alpha est le président du RPG?
Mais il est, non? quand il n'y a pas de congrès, le dernier congrès, qui a été élu président du parti? C'est qui le chef? Il n'existe plus là-bas. Oh, non. Ben voilà, non, mais la réponse est claire, il n'existe plus. Non. Oui, Samouka. C'est trop facile. Samouka, Allez-vous élire un aujourd'hui, autre au prochain congrès? Allez-vous choisir un autre homme? Probablement. Probablement. Alors, selon les statuts... Tout comme on peut maintenir Alpha Condé. Ah non, mais non, mais Probablement. probablement, Alors, ça veut dire. prenons les statuts du RPG Non, mais Arc-en-Ciel. voilà, je m'amuse ce matin. Il y a bien un organigramme qui peut, comme tout parti politique, en tout cas sérieux, il y a un organigramme. L'organigramme du RPG Arc-en-Ciel va de quoi à qui et de qui à qui? Est-ce que du président aux militants ou du secrétaire général au secrétaire militaire, permanent? au secrétaire permanent ou pas? Il y a un secrétaire permanent. Il y a pas de Parce qu'il n'y a président? plus de secrétaire général. Nous en avions à l'époque avec Saloum Cissé. Il y a un secrétaire permanent. Et au fur et à mesure on descend, il y a le bureau politique, il y a le comité central, et on descend au niveau du bureau de la jeunesse, des femmes, jusqu'aux fédérations dans les préfectures, jusqu'aux sections dans les sous-préfectures, et jusqu'aux sous-sections dans les districts. Donc, Monsieur le député. Au-dessus du secrétaire permanent, il n'y a rien. Dans la pratique. Monsieur le député, monsieur le député. Théoriquement et dans la pratique. Bon, Il y a rien aussi. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.